Allez, allez, plus vite! Il faut évidemment se poser ce problème de qu'est-ce que ça suppose pour des jeunes gens de 15, 16, 17, 18 ans, 20 ans, que d'entrer dans un monde dont ils ont toutes les raisons de penser qu'il ne leur réservera aucune chance d'entrer dans le monde du travail et donc de bénéficier via le travail de la possibilité d'apporter une contribution à la société, d'inscrire en somme leur vie, leur trajectoire, leur existence dans la société par une contribution qui quand même, pour la plupart de nous, je pense en fait pour tout le monde, passe fondamentalement par une forme ou une autre de travail et de reconnaissance de ce travail. C'est important. Ces gens sont privés, ne croient plus, en tout cas, n'ont plus l'espoir qu'un jour ils pourront apporter une contribution à la société, en vertu de quoi ils pourraient espérer en retour une reconnaissance, pas seulement un statut, mais bien ce que ce statut implique symboliquement, comme inscription dans la communauté des hommes, dans la communauté des êtres humains, dans le monde. Ils sont hors du monde. C'est la réalité. Quand on dit qu'ils sont exclus, ils sont effectivement dans une situation d'exclusion. Alors le problème, c'est que ces jeunes gens... Et évidemment, cette situation où ils sont privés de travail, privés de possibilité d'espérer le travail, c'est une situation psychologique sur laquelle personne ne s'attarde. Pourtant, ça mérite véritablement d'être regardé de plus près. Bien entendu que cette situation, elle est terriblement angoissante. Elle est une situation de souffrance terrible. C'est savoir qu'on ne pourra jamais rejoindre la société, qu'on ne pourra jamais rejoindre la communauté des hommes. Comment ils font ces gens-là pour tenir dans cette situation ? Évidemment, comme tout le monde, quand on est face à une souffrance qui s'impose avec une telle massivité, ils se défendent. Parce que s'ils ne se défendaient pas, cette situation-là les rendrait très vite fous, puisqu'ils sont exclus. Donc la seule solution qu'ils inventent, la seule solution possible, et tout le monde n'y parvient pas, il ne faudrait pas généraliser ce que je suis en train de dire sur l'ensemble des banlieues, seul un certain nombre de ces jeunes réussissent à faire ça. À faire quoi ? À mettre ensemble leur énergie, leur inventivité, leur intelligence pour construire des stratégies qui sont des stratégies de défense pour pouvoir supporter cette situation à laquelle ils sont maintenant condamnés, pour ne pas tomber malade, pour ne pas devenir fou. Alors, parmi ces stratégies, évidemment, l'une consiste, comme souvent dans les stratégies collectives de défense, à renverser le rapport à la contrainte ou le rapport à ce qui s'impose à eux sous la forme d'un destin, d'une fatalité ou que sais-je encore. Donc, on comprend bien que ce qu'ils désireraient, qui serait quand même d'entrer dans le monde du travail, évidemment, la défense, elle consiste à le retourner. C'est-à-dire, puisqu'on ne veut pas nous le donner, c'est comme une chose un peu simple de La Fontaine, ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. C'est-à-dire, retourner le rapport au travail en disant que rien n'est plus sot, rien n'est plus bête, rien n'est plus, finalement, peut-être du côté de l'humiliation. Ce qui est quand même, c'est peut-être le mot humiliation qui est important. Rien n'est plus humiliant que d'accepter de travailler. Alors qu'évidemment, le discours direct, c'est rien n'est plus humiliant que d'être récusé systématiquement de tout rapport au travail. Et donc celui qui va accepter les règles de travail, celui qui va accepter tout ce qui implique comme organisation de sa propre vie, le fait d'entrer dans un emploi, dans un contrat de travail, et ça commence déjà plus tôt, évidemment, ça commence à l'école. Comment va-t-on devenir un travailleur ? En apprenant à l'école. Bien sûr, il faut apprendre des connaissances, il faut apprendre le calcul, il faut apprendre à lire, il faut apprendre à écrire, il faut apprendre un peu d'histoire, il faut apprendre un peu de géographie, il faut se constituer une culture qui est celle-là même dont nous ne pouvons nous passer pour pouvoir entrer dans le monde commun de ceux qui travaillent. Enfin, il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Apprendre à l'école, c'est une réjouissance, à condition qu'on y réussisse.
Mais en attendant, avant de réussir et d'avoir les bons résultats, et on retrouve à nouveau l'histoire de la reconnaissance, cette fois-ci par les maîtres, par la notation notamment. Enfin bon, il y a d'autres moyens de sanctionner que les notations. Mais enfin, toujours, il y a cet espoir d'une reconnaissance quand même qui passe par là, avant qu'il puisse y avoir la réjouissance du plaisir de travailler, d'éprouver cette souffrance, cette vague. Il n'empêche que d'abord, il y a le fait qu'on demande à ces enfants, à ces jeunes gens, de se colter avec la difficulté scolaire. Pas si simple que ça d'apprendre. Surtout quand on vient d'un milieu différent, quand on vient d'une culture différente, quand on n'a pas la langue. Apprendre la langue française, c'est pas du tout évident. Même pour des Français de souche et qui viennent et qui sont plus dans des milieux relativement porteurs, apprendre le français n'est pas facile. La grammaire, c'est très ingrat, c'est très difficile. Apprendre le calcul, c'est pas du tout évident. Apprendre les tables de multiplication, etc., ça n'est pas évident. Ce sont des efforts qu'on demande aux enfants. Apprendre à résoudre les équations, apprendre l'histoire et la géographie, ça demande des efforts. Alors, ces efforts qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, quand même très contraignants, qui demandent un acharnement quand même, ça n'est possible que si, évidemment, en échange, il y a véritablement la promesse. Pas seulement de la reconnaissance scolaire, mais la promesse qu'au bout du compte, cet investissement en temps, cet investissement en effort, en renoncement à beaucoup de choses, il a un sens. C'est une émancipation derrière, grâce au travail. Mais à ce moment-là, vous comprenez bien que le rapport au travail à l'école devient précisément le symbole de ce qu'il faut rejeter. Donc devient évidemment inacceptable la conduite même de celui qui se soumet à la discipline de l'école, puisqu'il anticipe en quelque sorte sur la discipline du travail, ce qui est le comble du mépris. Il faut posséder, il faut consommer, mais évidemment sans travail. Donc la seule solution pour eux, c'est d'inventer des valeurs avec lesquelles on pourrait obtenir la consommation, on pourrait obtenir un certain niveau de vie, mais surtout sans travailler. Donc tout ce qui se trouve symboliser le travail, ou qui se trouve articulé au travail, jusque y compris le travail scolaire, devient ce qu'il faut condamner. Donc il s'oppose au travail scolaire. Mais il s'oppose également à qui ? Au maître. Il s'oppose au professeur, à l'enseignant, qui, non seulement par ce qu'il vient donner et délivrer comme message, mais surtout par son mode de vie, par sa discipline, par les exigences qu'il impose non seulement aux élèves, mais qu'il s'impose à lui-même, représente malgré lui tout ce dont précisément ces jeunes savent qu'ils seront définitivement privés. Mais là, ils sont au contact. Le premier qui rencontre, c'est le maître d'école, évidemment. Le second qui les rencontre, c'est le postier. Le troisième, c'est le chauffeur d'autobus. C'est-à-dire tous ces gens du service public qui viennent au contact et qui représentent tous ceux dont ils savent qu'ils seront privés. Ils les prennent en haine. Et la seule façon de tenir, c'est finalement de retourner tout ça en disant, le travail, c'est ce qui est le plus méprisable et humiliant. Et tous les oripeaux, c'est-à-dire tout ce qui symbolise ce travail, doit devenir la cible de la destruction. Alors pourquoi ? C'est pas seulement une conduite individuelle, collectivement, ces jeunes gens apprennent effectivement à se mettre ensemble et construisent des stratégies collectives de défense dans lesquelles ils retournent les valeurs du travail. Ce qui est bien, c'est de ne pas travailler. Et deux, étant donné le rapport d'humiliation dans lequel ils sont, du fait qu'ils sont exclus, du fait qu'ils n'auront pas le droit d'entrer dans le monde, dans la communauté des hommes, c'est évidemment de trouver des comportements par lesquels ils vont s'endurcir pour pouvoir supporter ça. L'endurcissement, ça passe par la violence. D'où une exaltation de toutes les formes de la virilité, de la résistance à la souffrance, et en particulier à la souffrance psychique, pas seulement à la souffrance physique. On ne tiendra que si on devient insensible à toutes les formes par lesquelles reviennent les messages comme quoi on est humilié de ne pas pouvoir entrer dans le système. La résistance à l'humiliation, ça devient le problème majeur. Toutes les formes dans lesquelles la souffrance psychique, la souffrance affective pourrait se montrer, doit être combattue par des défenses, qui sont des défenses qui érigent au contraire, est un homme, celui qui est capable de supporter la souffrance, et celui qui est capable de l'infliger à autrui. Et notamment d'infliger l'humiliation à l'autre, et la violence à l'autre. Donc, évidemment, ils vont, par exemple,
on va collectivement casser tout ce qui représente. Donc le mode de vie du petit ouvrier, du petit employé, etc. On casse les cabines téléphoniques, on casse les arrêts d'autobus, on salope et on détruit toutes les pancartes par lesquelles on peut reconnaître le nom des rues. On casse les cages d'ascenseur, on salope tout, on abîme tout. Tout ce qui représente ce petit monde, cet ordre, cette organisation, tout ça va être la cible. Et évidemment, bon, on apprend comme ça, finalement, à se blinder et collectivement à tenir face à un monde qui est quand même un monde extrêmement angoissant pour eux. Ils n'ont pas de place. Ils sont en dehors. Alors cette violence pose des problèmes. D'abord, elle pose des problèmes parce que c'est vrai qu'il y a un ressentiment quand même derrière tout ça. C'est pas seulement une défense, bon, plus ou moins ajustée à la situation. Il y a derrière tout ça un ressentiment à l'égard de ceux qui sont intégrés, qui fait évidemment pas le détail, on n'est pas du tout dans la nuance. Donc le chauffeur d'autobus, il apparaît comme un anti et comme l'ennemi. L'enseignant du lycée, du collège, c'est vraiment l'ennemi. C'est tout ce dont on est définitivement privé. Now